Sunday felt like the turning point. 200,000 people in Glendale, Arizona, hundreds of millions more watching from all over the world. And the most powerful people in the world. It is being called a dark moment for America. The targeted shooting of conservative political activist Charlie Kirk during an outdoor event at Utah Valley University. But it wouldn't trace to me. I'm worried about handprints. I had to leave it in a bush, though, where I changed outfits. I didn't have the ability or time. La pièce était silencieuse, à l'exception du léger bourdonnement des néons et du murmure discret de la caméra dans le coin. Tyler James Robinson était affalé sur sa chaise, vêtu de sa combinaison orange, les poignets menottés, les yeux fixés sur la table devant lui. Les enquêteurs avaient déjà interrogé des centaines de suspects, mais rien ne les avait préparés à ce qu'il allait dire. Lorsqu'on lui demanda pourquoi il avait fait ça, Robinson répondit sans hésitation. Il se pencha en avant, la voix posée, et déclara « Ils m'ont engagé ». Ces trois mots figèrent l'atmosphère. Ce n'était pas le ton d'un homme désespéré en quête d'excuses. Ce n'était pas non plus le délire incohérent d'un individu instable. Cela sonnait mesuré, réfléchi. Comme si quelqu'un tentait de révéler une vérité trop dangereuse pour rester cachée. Mais lorsque ces mots furent divulgués au public, leur portée devint encore plus puissante. Commentateurs, journalistes et des millions de spectateurs s'en souviendraient autrement. Ils m'ont utilisé. C'est ainsi que cela se propagea en ligne, que les extraits furent partagés et que ce message devint le titre accompagnant la photo de Robinson. En un instant, ce qui aurait pu être écarté comme un simple acte tragique de violence isolée, prit une tournure bien plus sombre. Si Robinson disait la vérité, alors des forces bien plus grandes que lui avaient orchestré chaque étape menant à ce jour fatidique. Et s'il mentait, alors il avait lancé l'écran de fumée parfait, une déclaration si explosive qu'elle pouvait saboter l'enquête avant même le début du procès. Dans tous les cas, une chose était certaine, l'histoire de Tyler James Robinson ne se terminerait pas dans cette salle d'interrogatoire. Tyler James Robinson n'était pas un inconnu pour les forces de l'ordre. Sur papier, c'était un étudiant de 24 ans avec un parcours scolaire irrégulier, un historique de débats enflammés sur Internet et une vie familiale marquée par des conflits politiques. Son père était un fervent défenseur de figures conservatrices, tandis que Robinson s'était éloigné vers des communautés en ligne qui les ridiculisaient. Ses amis voyaient leurs disputes comme constantes, voire prévisibles. Mais sous la surface, quelque chose de plus sinistre se déroulait. Robinson passait des heures entières sur des forums et serveurs de discussions cryptées, souvent tard dans la nuit, absorbant des conversations amères, frustrées et hostiles. Certaines de ces organisations prospéraient sur une rhétorique radicale. Selon son père, Tyler a arrêté de nous parler. Il a commencé à écouter des voix qu'on ne voyait pas. Pour les procureurs, l'histoire était simple. Un jeune homme, nourri de haine, avait décidé de passer à l'acte. Mais les propres mots de Robinson compliquaient la situation. En affirmant « ils m'ont engagé », il laissait entendre une direction. Quelqu'un l'aurait utilisé comme instrument, tandis qu'eux resteraient dans l'ombre. La première vague d'attention nationale ne venait pas d'un tribunal, mais d'un plateau de télévision. Un commentateur conservateur monta à l'antenne un soir, affirmant posséder des informations confidentielles issues de l'enquête. Selon lui, Robinson n'avait pas seulement avoué avoir tiré, il aurait également nommé une agence fédérale. Cette déclaration fit exploser les réseaux sociaux. Des extraits de l'émission circulèrent à une vitesse fulgurante, analysés et débattus par des millions d'internautes. Pour certains, cela confirmait ce qu'ils soupçonnaient depuis longtemps, que le gouvernement pouvait être impliqué dans la mise au silence de certaines figures publiques. Pour d'autres, cette émission fut perçue comme irresponsable, mettant en péril l'enquête avant même l'analyse des preuves. Pendant ce temps, la justice suivait son cours. Lors de la première comparution de Robinson, le procureur annonça l'accusation. Meurtre avec circonstances aggravantes, un crime passible de la peine de mort selon la loi de l'Utah. Des experts juridiques avertirent. Ce procès ne serait pas simple. Chaque détail, chaque motion, chaque argument serait amplifié par la lumière nationale. Les enquêteurs fouillaient les appareils de Robinson. Ordinateurs, téléphones, disques de stockage. Ils ne cherchaient pas seulement des preuves de culpabilité. Ils cherchaient une réponse à la question qui pesait sur tout le pays.
Robinson avait-il agi seul? Ou avait-il été, comme il le prétendait, utilisé? La deuxième comparution de Robinson n'apaisa pas les tensions. Il entra dans la salle avec un léger sourire, son langage corporel détendu, presque désinvolte, comme si ce moment comptait moins pour lui que pour tous les autres présents. Les journalistes tapaient frénétiquement, les jurés se tortillaient sur leur siège. Même le shérif semblait mal à l'aise face à son attitude. Mais le procès n'était pas le seul théâtre où ce drame se jouait. En ligne, la tempête faisait déjà rage. Les enquêteurs ne perdirent pas une seconde. Des équipes de cyber-enquêteurs passèrent au peigne fin les appareils numériques de Robinson, révélant des couches de conversations cryptées, des notes de type manifeste et des dossiers méticuleusement organisés. Certains messages étaient glaçants. « Il parlera demain, prépare-toi ». Un autre disait « Ils te traiteront de monstre, mais l'histoire sera ». Ce n'étaient pas des divagations, cela ressemblait à des consignes, ou des encouragements, peut-être les deux. Mais le véritable choc vint lorsque des enquêteurs découvrirent des fichiers contenant les lieux de passage de Kirk, pas seulement ceux publiés en ligne, mais aussi des apparitions privées qui n'avaient jamais été annoncées publiquement. Pour les experts en sécurité, cela signifiait une chose, Robinson possédait des informations confidentielles. Soit quelqu'un de l'entourage de Kirk les lui avait fournies, soit un groupe connecté avait violé des protocoles de sécurité. Cette possibilité provoqua une nouvelle onde de choc. Des anciens agents des services secrets et analystes en contre-terrorisme intervinrent dans les médias, affirmant que si Robinson avait reçu des informations internes, la théorie du complot ne pouvait plus être écartée. « Ce n'est pas ainsi que fonctionnent les loups solitaires », déclara un agent. « C'est ainsi que fonctionnent les réseaux organisés. » Les fuites ne s'arrêtèrent pas au message. Des hackers commencèrent à publier ce qu'ils prétendaient être des documents de police non expurgés. Des captures d'écran circulèrent sur les forums, révélant les noms de 3 personnes supposément liées aux déclarations de Robinson. 2 étaient associés à des organisations politiques, l'un aurait été un ancien sous-traitant fédéral. Les conséquences furent immédiates. Des manifestants se rassemblèrent devant les bâtiments gouvernementaux, exigeant des arrestations. Des personnes innocentes, partageant les mêmes noms de famille que ceux mentionnés dans les fuites, reçurent des menaces de mort et furent placées sous protection policière. Les médias hésitèrent. Fallait-il publier les noms? Certains refusèrent catégoriquement, d'autres les insinuèrent fortement et quelques-uns les diffusèrent ouvertement. Puis un reportage d'investigation jeta de l'huile sur le feu politique. Selon une grande chaîne nationale, l'un des individus cités aurait travaillé dans une campagne électorale. Le nom n'était pas mentionné, mais les indices étaient suffisamment clairs pour que les internautes identifient rapidement la personne concernée. Les allégations étaient accablantes. Si un membre d'une campagne avait transmis des informations confidentielles ayant permis l'attaque, ce n'était pas seulement un scandale, c'était un crime fédéral. Des juristes expliquèrent que les charges potentielles allaient de la conspiration à l'acte de terrorisme. Les politiciens se mirent en mode gestion de crise, déclarations officielles, démentis formels, appel à la transparence. Pendant ce temps, au tribunal, les procureurs ajoutaient discrètement de nouvelles preuves numériques à leur dossier. Parmi les fichiers supprimés retrouvés sur les appareils de Robinson, on découvrit des notes manuscrites scannées. Certaines phrases y figuraient. « Ne perds pas ton objectif, c'est plus grand que toi. Il est la cible, pas la cause. » Les enquêteurs furent à la fois troublés et intrigués. Ces fragments suggéraient que Robinson ne se voyait pas comme un acteur principal, mais comme un outil. Et si tel était le cas, alors ces mots « ils m'ont engagé » n'étaient pas une excuse. C'était un indice pointant vers des personnes toujours dans l'ombre. À mesure que les enquêteurs reconstruisaient la piste numérique de Robinson, la colère publique atteignait son paroxysme. Des foules se massaient devant les palais de justice et les bâtiments gouvernementaux. Un groupe brandissait des pancartes « Justice pour Charlie », exigeant les arrestations des personnes mentionnées dans les fuites. Un autre groupe, lui, dénonçait une tentative de censure et une dérive autoritaire. Des contre-manifestations éclatèrent. Les affrontements avec la police devinrent fréquents. Le gouvernement fédéral tentait d'éteindre l'incendie. Des conférences de presse nocturnes furent organisées. Des responsables crispés sous les projecteurs appelaient au calme. Nous menons une enquête complète pour vérifier l'authenticité des fuites. Mais leurs paroles tombèrent à plat. À ce stade, la confiance envers les institutions s'était effondrée. Le silence des autorités n'était plus interprété comme une prudence, mais comme une dissimulation. Et ce silence devenait assourdissant. Les mises à jour officielles se firent rares.
Certains fichiers judiciaires furent soudainement scellés. Des flux de données télémétriques furent coupés. Pour beaucoup, cela ressemblait à un cover-up, non à une enquête rigoureuse. Les familles se retrouvèrent prises au cœur de la tempête. La famille de Charlie Kirk publia un message bouleversant, rappelant qu'il n'était pas seulement une figure publique, mais aussi un fils, un frère, un ami. Ils appelèrent à la paix et demandèrent à leurs partisans de ne pas chercher vengeance. La famille de Robinson, quant à elle, supplia le public de ne pas les prendre pour cible. Ils affirmèrent que Tyler avait été manipulé, qu'il était instable mentalement. Pris entre deux camps, les proches devinrent des paratonnerres humains. Des experts comparèrent l'affaire Robinson à d'autres épisodes de violence politique dans l'histoire américaine. Certains y virent un schéma répétitif. La rhétorique s'enflamme en ligne, les signaux d'alerte sont ignorés et la violence éclate. « C'est l'histoire qui bégait », déclara un commentateur. « Nous avons déjà vu ça, et nous le reverrons. » À l'antenne, des psychologues judiciaires débattaient des motivations de Robinson. Certains estimaient qu'il utilisait la théorie du complot pour fuir ses responsabilités. D'autres mettaient en garde. Son calme, sa manière posée de s'exprimer indiquaient qu'il croyait chaque mot qu'il prononçait. « S'il est convaincu d'avoir été utilisé, » déclara une collègue, « alors le véritable danger, c'est qu'il ne soit pas le dernier. » Dans les coulisses, les efforts de suppression judiciaire s'intensifièrent. Des motions pour sceller certaines preuves furent approuvées. Procureurs et avocats de la défense se disputèrent sur ce que le public avait le droit de voir. Des juges envisageaient de délocaliser le procès dans un autre État. Le gouvernement fédéral renforça la sécurité par autour du tribunal, craignant le pire. Ce qui avait commencé comme une affaire de meurtre choquante s'était transformé en crise nationale, mettant à l'épreuve la vérité, la confiance du public et la capacité des institutions à maintenir le calme. Et au cœur de tout cela résonnait encore une phrase, devenue virale, devenue inoubliable. « Ils m'ont utilisé ». Lorsque le procès débuta enfin, des millions de personnes se connectèrent pour suivre les retransmissions en direct depuis le tribunal. Le procureur ouvrit avec une certitude implacable. Robinson avait prémédité son acte. Il avait appuyé sur la gâchette qui tua Charlie Kirk. Les images de vidéosurveillance furent projetées. Robinson arrivant sur le campus, garant sa voiture, marchant calmement vers la salle de conférence, l'arme dissimulée dans son sac. Puis la panique, des cris, des images floutées, mais toujours aussi glaçantes. Mais la stratégie de la défense laissa tout le monde sans voix. Elle ne nia pas que Robinson avait tiré. Au contraire, elle l'admit pour mieux détourner le regard. Selon la défense, Robinson n'avait pas agi de son propre chef. Il avait été manipulé, influencé, guidé par ceux qui voulaient faire taire Kirk sans se salir les mains. Chaque jour d'audience fut marqué par ces deux récits contradictoires. Les procureurs présentèrent les conversations cryptées de Robinson avec des dizaines de messages qui semblaient trahir une volonté personnelle. La défense contre-attaqua avec des experts en cybersécurité, affirmant que certains de ces messages pourraient venir de comptes supprimés, laissant entendre que Robinson avait peut-être été trompé, forcé, voire piégé. Puis survint un tournant. La défense fit comparaître un témoin surprise, un ancien membre d'une des communautés en ligne fréquentées par Robinson. Sous serment, il admit que des discussions privées sur l'idée de viser Kirk avaient eu lieu des mois avant l'attaque. Certains commentaires étaient des blagues, mais d'autres semblaient sérieux. Un d'entre eux laissait même entendre qu'un membre connaissait les déplacements privés de Kirk. Dans la salle d'audience, le silence était total. Pour les jurés, ce témoignage floutait la ligne entre l'acte isolé et le complot organisé. Lorsque le verdict fut prononcé, il tomba comme un couperet. Coupable de meurtre aggravé. Robinson resta impassible, le regard figé. Dans la galerie, des sanglots, des murmures, des cris étouffés. Certains avaient obtenu justice. Mais pour d'autres, les questions essentielles restaient sans réponse. Si Robinson avait été utilisé, par qui? Les mots de Tyler James Robinson résonnent encore. Ils m'ont engagé, devenu ils m'ont utilisé. Un écho obsédant qui plane sur toutes les zones d'ombre laissées derrière. Mentait-il pour sauver sa peau? Ou a-t-il réellement mis à jour quelque chose de bien plus sombre? Un réseau, des fuites, ou une trahison qui reste encore à découvrir? Le procès a rendu un verdict, mais pas une conclusion. Alors, je vous laisse avec cette question. Robinson était-il un monstre solitaire ou un pion dans un jeu bien plus vaste? Dites-moi ce que vous en pensez. Cette histoire est longue d'être terminée. Et si ce n'était que le début? Si tu veux plonger encore plus profondément dans des histoires comme celle-ci, regarde une autre vidéo de la chaîne. Clique ici pour découvrir un autre dossier où les apparences cachent quelque chose de bien plus sombre. Tu crois tout savoir?
Tu ne fais que gratter la surface.